Quoi fait YouTube? Aujourd'hui, je vais te parler de la nature. Petit contraste, on entend le bruit des voitures. Disons, moi je les entends, je sais pas si toi tu vas les entendre. Et j'aime bien le contraste. C'est quelque chose qui me passionne, notamment en musique, mais c'est pas le sujet. Euh, bon, c'est pas non plus ouf ouf, mais je préfère le contraste en musique, hein, je te cache pas. Donc sujet nature, sujet complexe, non pas tant complexe que ça, mais complet et donc difficile à résumer. Surtout que c'est comme d'habitude hein, une vision objective, une vision subjective, hein, toujours. C'est ma chaîne, hein, c'est pas une chaîne, c'est ma chaîne. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je vais essayer de t'aborder, donc essayer de t'expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, t'expliquer un peu mon parcours, pourquoi j'ai une relation aussi fusionnelle. Parce qu'on peut parler hein, de relations amoureuses en fait. Hein. Ça peut paraître peut-être absurde pour ceux qui n'y sont pas sensibles, mais je pense que les personnes qui se reconnaîtront, en fait, ce que je vais dire est presque banal en soi. Alors, la petite histoire commence sur une île qui se prénomme La Réunion. Parce que ouais, je sais pas si tu regardes mes vidéos, mais dans certaines, je précise que je suis né à La Réunion. Donc, je suis pas né à La Réunion, j'ai vécu toute mon enfance jusqu'à mon adolescence à La Réunion. Donc depuis mes 2 ans, un truc comme ça, jusqu'à 18 ans, jusqu'au bac. Et c'est déjà un environnement très propice pour développer la relation que j'ai avec elle. Quand je dis elle, c'est la nature, hein. Sois pas con. Donc, en fait, non, parce que, donc, tu sais, comme tout, comme partout, hein, la Réunion n'y échappe pas. L'île a ses côtés urbanisés, ses villes surpeuplées, donc si on peut parler de surpeuplage, avec ses infrastructures, ses voitures, ses bruits incessants, etc. Mais moi, j'ai pas vécu dans les villes à La Réunion. J'ai vécu dans un village en France qu'on pourrait considérer de campagne, sauf que moi j'étais à la montagne. Voilà. Pour ceux qui connaîtraient un peu La Réunion, j'habitais à l'Entre-deux. Donc c'est un village qui se situe à peu près à 370 mètres, voire 400 mètres, je ne sais plus exactement d'altitude, et qui est en fait entouré de montagnes. Je veux dire, à 5 minutes de chez moi, il y avait des randonnées, il y avait une rivière, des bassins, bon bref, en gros, j'étais baigné et entouré de nature sauvage, parce que je parle de nature sauvage, je ne te parle pas des 3 arbres qui sont plantés en ville pour faire décoration, parce qu'on se rend compte qu'en final, un peu de vert, ben, c'est bien quand même, tu vois. Je ne parle pas non plus des parcs, hein. Je parle vraiment d'un endroit où la main humaine a eu très peu d'emprise, tu vois, sur l'écosystème. Ou en tout cas qui ne cherche pas à contrôler cette nature. Parce que c'est un peu ça hein, qu'on voit, que l'on voit. On essaie pour moi, je l'interprète comme ça. On essaie de contrôler pour garder les meilleurs aspects. Parce que dans un parc, tu vas pas trouver toutes les bestioles que tu peux trouver dans la nature. Tu vois, l'herbe est coupée de façon à ce qu'elle soit pas trop haute, parce que sinon c'est trop relou. Tu vois, plein de petits détails comme ça qui nous permettent en fait
Donc ils permettent aux petits gens, à ces petits gens des villes de pouvoir apprécier la nature sans y voir les mauvais côtés. Voilà. Même si pour moi ce ne sont pas des mauvais côtés, hein, au contraire. D'ailleurs ça me fait penser à quelque chose, je reviendrai peut-être dessus si j'y pense un peu plus tard. Donc, comme je t'ai dit, la petite histoire, hein, c'est sur l'île de la Réunion et donc j'étais déjà dans un cadre propice pour pouvoir développer cette interaction et faire durer cette relation et même la faire évoluer, tu vois. Néanmoins, c'est pas le point, comment dire, c'est pas un point, c'est un point central, c'est un point essentiel, mais ce n'est pas l'unique point. En gros, ça ne suffit pas à arriver au point où j'en suis. Sinon, ça voudrait dire que tous les gens qui habitent à l'entre-deux auraient la même relation, ou en tout cas une relation à niveau équivalent, si on peut dire, avec la nature. Or, c'est faux, hein. Voilà. Deuxième point qui me paraît essentiel, c'est l'éducation. Éducation qui est plus implicite en fait. C'est pas, on te dit il faut que tu aimes la nature. Tu vois, mes parents m'ont pas dit ça. C'était implicite. C'était dans les actions, dans les sorties, dans le langage corporel lorsqu'on était en randonnée ou etc. Voilà, c'était implicite, c'était tacite. C'est un deuxième point qui pareil, s'il est mis tout seul, ne suffit pas. Ou ne suffit pas forcément, tu vois. Parce que je te peux un peu expliciter des exemples. J'ai déjà développé, on va dire, une lecture de la nature qui est l'observation. Parce que je vais te parler en niveau de lecture. Donc, je pense que c'est assez intéressant de parler de cette façon-là. Ouais, de niveau de lecture, je trouve ça assez intéressant. Moi, l'éducation que j'ai eue, implicite, comme je t'ai dit, ça a été beaucoup l'observation. Bon, t'arrêtes avec ta clochette là. C'est l'observation. Mon père adorait me montrer, je sais pas, les fruits dans les arbres, que ça pouvait servir à ça, tel oiseau, telle plante, tel insecte. Voilà. Donc, j'ai déjà développé un certain sens pour pouvoir avoir un niveau de lecture de la nature. Donc, en somme, une certaine sensibilité. Donc, un premier niveau de sensibilité. Ensuite, putain, mais il casse les couilles. Ensuite, j'ai eu une phase, bon, là je t'ai déjà expliqué 2 points. Troisième point, c'est pendant le développement de mon adolescence. Toutes les activités que j'ai faites, notamment des activités sportives. Bon, j'ai essayé pas mal de sports, mais le sport que j'ai pratiqué le plus assidûment, le plus longtemps, sur une durée assez longue, ça a été le surf. Et donc toutes les activités autour du surf, tu vois. Pas uniquement le surf. Donc il y avait même une période, je me rappelle, où j'étais pendant les vacances, donc déjà tous les week-ends j'étais à la plage, et pendant les vacances j'y étais quasi tous les jours. Je me rappelais, je prenais le bus à 6h. J'attendais pas que mes parents m'amènent, sinon on n'y était pas avant 10h. Hein. Moi je voulais en profiter en max, donc je prenais le bus à 6h, parfois avec un pote, parfois seul. Et
Et j'arrivais là-bas à la plage vers, je sais pas, 7h30, 8h, et de 7h30, 8h jusqu'à 17h, j'étais dans l'eau. Ah non, j'étais dans l'eau, hein, parfois même sans manger, hein, le mec complètement fou. Genre, je revenais des fois même de la plage, j'avais les yeux explosés avec la réverbération du soleil contre l'eau, plus le sel, en sachant qu'en plus, je sais pas, il y a une atmosphère à la mer qui fait que même si tu rentres pas dans l'eau, même si tu ne fais que te reposer et bronzer, tu vois, quand tu rentres chez toi, t'es claqué. T'as rien fait, mais t'es claqué. Tu vois? C'est d'ailleurs très marrant, je trouve, comme sensation. Donc voilà, j'ai passé le plus clair de mon temps adolescent à la plage. Et donc, on va dire que j'ai développé un autre niveau de lecture, si on peut dire. C'est pas aussi segmenté, hein, mais je te prends des exemples assez flagrants pour te parler aussi des niveaux de lecture, de la sensibilité que tu développes. Donc là, on va dire que j'ai approfondi, plus que développé, j'ai approfondi l'aspect corporel, le toucher en fait. Parce que la nature se regarde, s'observe, on l'analyse, mais on l'analyse avec les yeux, mais aussi avec comment dire, le toucher, avec le corps. Tu la sens corporellement, physiquement, hein, pas énergétiquement, parce que c'est autre chose encore. C'est encore un autre niveau de lecture pour moi. Donc, alors, putain, tu vois, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Donc, voilà, j'ai, on va dire, développé le toucher, tu vois, quand tu es dans l'eau, c'est une toute autre sensation. Le sable, marcher pieds nus dans le sable, marcher sur les coraux, hein, pieds nus, tu vois. J'ai pas dit que les sensations sont toujours agréables, hein, mais ce sont des sensations que tu ressens. Te faire exploser dans une vague, littéralement, c'est-à-dire la vague te submerge. Voilà, tu apprends à ressentir ici l'eau, la mer, mais au final, en soi, la nature, tu vois. Donc voilà, ça c'est un troisième point. On va dire un troisième point qui m'a permis d'accéder à un troisième niveau de lecture. Ou un deuxième, on s'en fout, un nouveau niveau de lecture. Associé aux autres, hein, bien sûr. Ils sont pas. Tu désapprends pas. Même si je peux revenir là-dessus, sur le désapprentissage de la sensibilité à la nature. Parce que je pense que c'est avant tout un apprentissage. Hein. C'est une relation sur le long terme. C'est une relation qu'on alimente. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu le troisième point. Ah, je suis content, ça va, ça avance pas mal et c'est assez clair, j'aime bien. Tu me diras ce que t'en penses. Hein. Ouais, je fais des petits... je sors un peu du truc. Ensuite, il y a aussi un événement qui m'a marqué en fait, qui a marqué, on va dire, presque une prise de conscience, tu vois. Parce que je pense que dans tout ce que je t'ai cité, voilà, je kiffais la nature, etc. Mais la relation avec elle que j'avais, je ne l'avais pas conscientisée. J'avais pas mis des mots dessus. Même si les mots sont parfois obsolètes, sont parfois inutiles parce qu'ils n'expriment pas réellement ton ressenti. Mais c'est ce langage qui nous permet de communiquer, donc on ne peut pas faire autrement. Donc ouais, j'avais pas pris conscience de ça. Et l'événement dont je vais te parler, en fait, m'a mis presque devant le fait accompli et m'a fait comprendre que la nature m'était indispensable et que sans elle, je me sentirais jamais assez bien. Donc bien dans le
dans le terme bien-être. Voilà. Je vais essayer de t'expliquer pas... ouais, non, pourquoi pas, allez. C'est un endroit, en fait, à La Réunion, qui s'appelle Marla. Pour tous ceux qui sont à La Réunion, ou tous ceux qui partent en vacances, pour moi, c'est la première... Si tu peux pas aller à La Réunion, si tu vas pas là-bas, bouge ton cul, sors-toi les doigts des fesses, arrête de rester dans ton hôtel à la piscine, à rester à l'Ermitage, à Saint-Leu, à bronzer et à bouffer de rougail saucisse. Non, t'as raison, en vrai, t'as raison de ouf. Mais non, en vrai, sors-toi les doigts du cul et va voir Marla. Parce que c'est une rando qui dure... donc tu peux y accéder à Marla par 2 endroits différents. Moi, j'ai toujours pris un seul côté. Je suis toujours parti par un seul côté. Et donc, c'est tu arrives en 3 heures à peu près, 3 heures, 4 heures de marche. Voilà. Donc il y a du dénivelé, hein. En fait tu montes jusqu'à 1800 mètres, tu arrives au col du Taibit, ça s'appelle le col du Taibit. En fait t'es carrément sur la crête de la montagne, et puis tu redescends en fait dans la vallée qui s'appelle Marla. Voilà. Déjà je vais mettre des mots sur pour essayer de te décrire, même si c'est indescriptible, hein, parce que là on arrive justement au niveau de lecture énergétique, ça veut dire un niveau de lecture qui ne peut être décrit avec des mots, ou en tout cas les mots ne sont que des euphémismes, en fait, ils ne retranscrivent pas réellement ce que tu ressens à l'intérieur, pour peu que tu sois sensible, encore une fois, hein. Et même, je pense que même en étant insensible, entre guillemets, en ayant un niveau de lecture des plus basiques, tu peux pas y être... non, tu peux pas... Quand tu arrives là-bas, je sais pas, tu sens un truc. Donc, moi, j'ai du mal à croire que tu peux pas sentir quelque chose. Déjà, un profond bien-être, ça c'est obligé. Pour moi, c'est obligé. Donc Marla, c'est quoi? C'est déjà, je t'ai dit, c'est une vallée en fait qui est entourée, voilà, qui est entourée de reliefs montagneux, un peu comme mon village, mais là, ça n'a rien à voir, hein, c'est des montagnes qui sont gigantesques. Donc quand tu es à l'intérieur de la vallée, ça paraît vraiment gigantesque. Et c'est vraiment entouré en fait. C'est comme si que Marla, en fait, ce serait le fond d'un seau. Et les montagnes, c'est tout le tour, tu vois. Vraiment, c'est comme ça. Et donc, il y a quelques habitants, il y a une petite école. C'est pas bétonné ni rien, hein. Déjà, première chose, hein, tout est à l'état naturel, à part les maisons qui ont été construites. Il y a quelques maisons. Tu dois les compter sur les doigts d'une main. En fait, il y a beaucoup, c'est plus, les maisons, c'est plus des auberges, en fait, pour les randonneurs. Et quand tu arrives là-bas, déjà la vue, un truc de fou, hein, clairement. C'est complètement isolé de toute civilisation urbaine. C'est un truc de fou. Je peux pas te décrire en fait, je peux pas te décrire. J'ai plein d'images en tête, mais je peux pas te décrire. Je peux pas. Donc tant pis, on avance. Et à cet endroit-là, souvent, quand on allait faire cette rando, on y restait entre 2 jours et 3 jours. En fait, souvent on y allait, on se disait 2 jours, et puis après on restait plus parce qu'on voulait plus, on voulait y rester, on voulait plus redescendre de ce petit nuage. Et à cet endroit, on a rencontré un mec avec mes potes qui s'appelait Joseph. Petit détail amusant, pour aller chez lui, moi je l'ai rencontré une fois, en fait, pour te dire l'impact de ce... Parce que c'est de lui qu'on va parler.
en plus en fait du cadre. Ce mec qui s'appelait Joseph, pour aller chez lui, il fallait crier Alléluia. Et il te répondait, s'il était là bien sûr, Alléluia mon frère. Rien que ça déjà c'était magique. Hop, bon, bah, tu lui disais bonjour et tout, il t'accueillait. Donc, il nous a accueillis, donc je sais pas si. Voilà. Il nous a accueillis. J'adore parce qu'il nous appelait les petits jeunes. Il nous a accueillis. Et puis on s'est installé dans sa petite cuisine en extérieur en fait. C'est un feu de bois. Voilà, il fait à l'ancienne. Et puis il est parti nous récolter des petites feuilles pour nous faire du thé. Il nous a fait goûter du miel. Et en même temps, il nous racontait ces grandes histoires en fait, ces histoires, son expérience, parce que c'était un monsieur qui avait la cinquantaine d'années. D'ailleurs, c'était marrant parce que son visage était marqué par la vie. On voyait bien qu'il avait 50 ans, un truc comme ça. Putain. Ouais, j'ai voulu mettre sur pause parce qu'il y a un mec qui m'a demandé un truc. Du coup, ça a zappé. Bref, j'en étais où? J'en étais... Ben voilà, en fait, qui nous racontait ces histoires. Et j'avais vraiment l'impression, en fait, d'être devant le chef de la tribu, le grand sage, qui me parlait de ses péripéties et qui, par la même occasion, nous glissait des petits conseils par-ci, par-là, tu vois. Parce que c'est un mec qui a fait un pèlerinage d'1 an et demi à pied, voilà. En fait, il est originaire du village que je te parle. Et donc il est parti de cet endroit. Et il n'a pas pu rester, on va dire, dans le monde urbain. Parce que même mon village, c'est peut-être même trop urbain pour lui, tu vois. Même la campagne, c'est trop urbain pour lui. Même ta maison, Ernesto, c'est trop urbain pour lui. Clairement, parce que lui, sa maison, c'était des tôles entassées entre elles. C'était vraiment un homme des bois, tu vois, vraiment un ermite. Ermite dans la façon de vivre, pas dans le comportement, on va dire. Il avait beaucoup d'interactions avec les gens, en fait, même s'il vivait en ermite. Voilà. Et ce mec-là, en fait, c'est ce mec-là qui m'a fait prendre conscience de cette relation à la nature. En fait, il l'a personnifié quasiment, tu vois. Parce que je t'ai dit que moi, je suis en recherche un peu de ce grand-père, de ce grand sage du village, de ce chaman qui te conte des histoires. Ces histoires, soit il les embellit, soit c'est réellement ce qui s'est passé, tu le sais pas en fait. Et il te glisse toujours une petite morale. Et auprès du feu, tu vois, c'est ça aussi. C'était le cadre qui était énorme. On avait notre petite tasse de thé dans des gobelets en fer. Donc, tout était propice à ce que, en fait, ce mec-là reste dans ma tête. Voilà. Et en fait, avec ce gars-là, j'ai atteint, pour moi, l'un des stades les plus élevés qu'on peut avoir quand on est en pleine nature. C'est ce que je te parle, c'est le stade énergétique. C'est en fait où on ne ressent plus par les sens, mais on ressent à l'intérieur, tu vois. Énergétique aussi parce que ça devient indispensable et en fait, lorsque tu n'es pas dans ces endroits sauvages et naturels, ton énergie se dissipe, elle s'évapore, voire elle se fait aspirer. Tu vois, la ville, le travail, tout ça aspire de l'énergie. Et quand tu vas dans un endroit de ce type et que tu y es sensible et que
tu as atteint ce niveau de lecture, tu es capable de te ressourcer, d'où cette expression de retour aux sources, etc. Et en fait, tout le monde est capable d'avoir cette relation à la nature. Déjà, il ne faut pas être fermé d'esprit, premièrement. Et deuxièmement, pourquoi je dis ça? Parce que si tu regardes bien, même si ils vont dans des environnements contrôlés, dans des natures contrôlées, les gens, lorsque c'est l'été, c'est très visible en France, parce qu'à La Réunion, il n'y a pas vraiment cette rupture entre été et hiver. Lorsque c'est l'été, que le soleil est de retour, que les températures sont de retour, les gens vont principalement dans les parcs, au lac, à la mer, en contact avec cette nature en fait. Pour moi, c'est indispensable, en fait, c'est intrinsèque à l'homme. On fait partie d'elle comme elle fait partie de nous. Donc du coup, pour moi, c'est l'une des raisons, le fait qu'on se soit éloigné de cette mère, de notre génitrice en fait, à tous. On a un manque qu'on tente de combler par différents moyens. Mais à chaque fois, on va tenter d'y retourner en fait. Voilà. Tu vois, la méditation, en soi, moi, j'ai même pas besoin de méditer. La méditation dans, on va dire, dans la façon standard de la voir. Donc vraiment être concentré sur sa respiration, etc. Moi j'ai pas besoin de faire ça quand je suis en pleine nature en fait. Il suffit que j'y reste à partir de 10 minutes et en fait je suis dans un nouvel état, comme un état de... C'est presque transcendant en fait comme état. J'ai tous mes sens qui se réveillent, que ce soit la vue, l'ouïe ou l'odorat, le toucher, tous mes sens sont en éveil. En plus de ce ressenti énergétique en fait. Je pense que je t'ai à peu près parlé, on va dire, globalement, sans vraiment rentrer dans les détails de la relation que j'entretiens et que j'enrichis de jour en jour en fait. Et je voulais te le partager. Je voulais te montrer à quel niveau de lecture j'en suis. Parce que peut-être qu'il existe d'autres niveaux de lecture encore, tu vois. En sachant que quand je parle de niveau de lecture, il n'y a pas de meilleur niveau en fait. Dans le sens où, comment te dire, je pense que par exemple il y a des gens qui vont plus être sensibles par exemple au niveau de lecture, on va dire 2, tu vois, où c'est l'odorat. Moi c'est quelque chose qui me... voilà, l'odorat, c'est l'une des premières choses qui me fait rentrer en état, on va dire, alternatif, si tu veux, dans l'état énergétique. Parce qu'en fait, c'est par le sens que j'atteins l'état énergétique. Ça paraît un peu mystique ce que je te dis, ça l'est clairement. Et donc c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas vraiment un niveau qui est supérieur à un autre en fait. Le toucher aussi, après c'est selon ce que tu développes, tu vois, le toucher je l'ai développé aussi parce que je fais de l'escalade et toucher la pierre, sentir toutes les aspérités, l'accroche, je sais pas comment dire, la surface, voilà, du rocher, s'il est lisse, s'il est rugueux, s'il est mousseux. En plus, comme j'aime dire, en fait, c'est tu danses avec le rocher, c'est lui qui te guide, mais c'est toi qui danses. Bref, en fait, selon ce que tu fais
dans cette nature, tu vas développer une certaine sensibilité. Et plus tu vas enrichir cette sensibilité, plus tu vas accéder à ce niveau que j'appelle ce niveau énergétique. Voilà. Je cherche pas à te convaincre, je t'ai juste exposé comment moi je ressentais cette nature. Je te remercie pour m'avoir écouté aussi longuement, si tu es arrivé jusqu'à la fin d'ailleurs. Et sur ce, YouTube, je te dis Narbis.